Bonjour et bienvenue sur AirPayment, la chronique de l'association du paiement. Alors nous sommes en direct des studios de Soprasteria et aujourd'hui nous embarquons pour un voyage captivant au cœur de l'initiation de paiement par virement. Alors l'initiation de paiement par virement, un sujet d'actualité crucial dans le monde des transactions financières. Elle permet notamment aux utilisateurs de réaliser les paiements directement depuis leur compte bancaire via un tiers de confiance et cela de manière instantanée. Je suppose que vous allez nous en parler un peu plus largement lors de cette chronique. Attachez vos ceintures et préparez-vous pour une immersion complète dans les enjeux et les opportunités de l'initiation de paiement par virement avec notre riche panel de questions que nous allons poser à nos deux invités, François et Christophe. Bonjour à vous. Bonjour François, bonjour Christophe. Bonjour. Alors François, vous êtes sous-directeur en charge du pilotage de la trésorerie locale et des relations bancaires au sein de l'URSSAF Caisse nationale et vous êtes également en charge du pilotage des projets moyens de paiement au sein du réseau des URSSAF. C'est cela. Très bien, bienvenue à vous. Et Christophe Mariette, donc directeur commercial au sein du groupe Lyra Network et président de Lyra India, puisque tu es aussi souvent en déplacement et tu es également administrateur de l'association du paiement. Tout à fait, Sophia. Alors pour cette phase d'onboarding, je voudrais vous poser à tous les deux une petite question personnelle. Alors d'abord François, quel est votre moyen de paiement préféré? Mon moyen de paiement préféré, en tout cas celui que j'utilise le plus, c'est la carte bancaire parce que c'est facile, c'est rapide et c'est le moyen de paiement qui est au final le plus répandu en B2C. Merci. Moi, je peux te poser la question aussi, Christophe. Quel est ton moyen de paiement préféré? Alors moi, je ne vais pas être très original en France. Évidemment, c'est la carte bancaire, parce qu'en France, c'est la carte bancaire qui est plus utilisée. Après, dans d'autres pays, évidemment, il y a des moyens de paiement qui sont plus adaptés. Merci Christophe. Je continue avec toi Christophe, justement en tant qu'expert, puisqu'on parle aujourd'hui de paiement par initiation de virement. Est-ce que tu peux me dire quel a été ton premier contact avec les paiements par initiation de virement? Oui, tout à fait. Alors, l'initiation de virement est tout d'abord arrivée avec la DSP2, qui date de 2018, donc c'est pas très récent. Ensuite, nous, on a été approchés à l'époque par le président de la STET, pardon, Jean-Marie Vallée, qui nous a dit qu'en fait, il travaillait sur une API qui serait unique euh, pour toutes les banques françaises. Donc on s'est dit, on y va. Bon, dans les faits, ça a été un peu plus compliqué que ça, puisque chaque banque a fait son API à partir de l'API de la STET. Et il y a le Berlin Group qui a sorti ses propres API. Mais voilà, le point de départ, ça a été celui-là. Surtout que nous, on n'avait pas de virement, parce que le virement classique, c'est très compliqué. On va en parler ensuite pour des questions de rapprochement. Donc, on n'avait pas développé le virement. Et quand on a entendu parler de cette initiation de virement avec une API unique, on s'est dit, il faut y aller. Très bien. Je continue juste avec toi sur justement cette vision de l'évolution des secteurs des paiements sur ce sujet-là justement de l'initiation de paiement par virement. Qu'est-ce que tu en penses comme ça rapidement? On rentrera dans le vif du sujet tout à l'heure, mais ta vision. La vision de l'évolution du secteur de paiement, c'est qu'on a de plus en plus besoin d'instantanéité pour différentes raisons. D'une part, pour faire du C2C, quand on doit payer quelque chose à quelqu'un, on aime bien que ce soit instantané, mais on a aussi ce besoin dans le monde, je dirais, commerçant, pour payer quelque chose, on a besoin d'une instantanéité, d'être sûr de pouvoir payer et que le commerçant soit sûr d'avoir l'argent. Évidemment, il y a des besoins de sécurité qu'on retrouve dans tous les moyens de paiement et puis aussi des besoins de rapprochement et on va en parler un peu après. Tout à fait, nous aborderons ces questions de sécurité. François, justement, est-ce qu'il y a une petite anecdote personnelle à nous partager sur l'expérience concernant le paiement par virement? Alors moi c'est un moyen de paiement que j'aime bien par nature dès lors que mon bénéficiaire du virement a été préalablement enregistré dans mon espace banque en ligne. Et c'est vrai que le gros irritant sur le virement près des SP2, c'est bien cet enrôlement préalable nécessaire auprès de la banque, avec parfois des délais qui peuvent être un petit peu longs sur l'enregistrement et la
possibilité ensuite de faire un virement. Donc, bon, historiquement, le virement, c'est vrai qu'il est un petit peu irritant et on attend beaucoup de cette solution d'initiation de paiement par virement permise par la DSP2 et l'open banking. Et par rapport à ce que dit voilà, François, aujourd'hui, donc le virement, c'est du compte à compte, l'initiative de virement, c'est du compte à compte. En France, ça a démarré lentement, mais si on regarde d'autres pays, par exemple l'Inde, que je connais bien, pour un paiement par carte, vous avez 20 paiements par virement instantané. Donc ça a été rendu possible par une interface utilisateur simple. Ça a été rendu possible aussi grâce au QR. C'est ce que je disais au début. En France, évidemment, mon moyen de paiement préféré, c'est la carte. Mais d'autres pays, en fait, ont su, par une utilisation plus simple, complètement supplanter la carte. Oui, merci Christophe pour ce complément. Alors maintenant que nous sommes prêts à décoller, explorons ensemble les premières questions qui lèvent le voile sur les défis actuels justement de- du paiement par initiation de virement. Alors, première question pour vous, François. Vous qui êtes aujourd'hui un professionnel, depuis quand avez-vous justement commencé à explorer et à utiliser l'initiation de paiement par virement au sein du réseau de l'URSSAF et quelles ont été les raisons principales de ce choix? Alors, au sein de l'URSSAF Caisse nationale, on fait pas mal de travail de veille réglementaire et de veille sur l'innovation en matière de paiement. Donc, c'est vrai que quand on a vu arriver la DSP2 et les solutions possibles offertes par cette directive, on s'est tout de suite intéressé à l'initiation de paiement par virement. Donc, dès 2018, on a réalisé ensuite un POC donc, en 2019. Dès lors que la preuve de concept était avérée, c'était assez facile à démontrer, mais dès lors que la preuve de concept était avérée, on s'est lancé dans une expérimentation qu'on a réalisé des développements pour intégrer une plateforme tierce d'initiation de paiement par virement. Là encore, bah, les résultats étaient positifs. Alors, on l'a testé sur un périmètre limité d'organismes. Hein. On n'avait que 2 URSSAF pilotes pour nous assurer en fait, que le parcours de paiement s'intègre bien dans notre parcours utilisateur et que également au sein de notre système d'information, eh bien, toute la chaîne de paiement et d'intégration des crédits se passait correctement. Donc ça, c'était développement en 2019. En 2020, on a fait cette expérimentation donc en période Covid. Donc c'est vrai qu'on a eu un volume de transactions assez limité parce que, comme vous le savez, on était dans une période très spécifique où les pouvoirs publics avaient stoppé le recouvrement des cotisations et contributions sociales. Mais on a quand même pu réaliser quelques transactions. La feuille de route réglementaire fait que la mise à disposition pérenne de ce moyen de paiement dans le parcours a été dépriorisée. On s'est relancé en 2022 sur voilà, un appel d'offres public d'achat, puisque voilà, on est soumis à la règle de la commande publique, pour intégrer de façon pérenne la plateforme de paiement, d'initiation de paiement par virement dans le parcours. Et donc, c'est quelque chose que l'on fait progressivement sur nos différentes catégories d'usagers, hein, les employeurs, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs, depuis fin 2023, donc courant 2024, et puis jusque les années prochaines, hein, 2025 notamment, on intégrera cette plateforme de paiement également sur des offres particulières. Alors, ce n'est pas encore totalement cranté dans notre feuille de route, mais il y aura certainement ce moyen de paiement proposé sur des parcours CESU, pages, chèques emploi associatifs, les artistes, auteurs, diffuseurs. Voilà, donc c'est un déploiement progressif au sein de nos parcours usagers. Merci pour le partage, François. Christophe, est-ce que tu peux justement nous expliquer brièvement en quoi consiste l'initiation de paiement par virement et comment elle se distingue des autres moyens de paiement? Alors, tout d'abord, l'initiation de virement, l'initiation de paiement par virement, puisque c'est du virement, c'est du compte à compte. Donc ça, c'est déjà un point important. Ensuite, on parle d'initiation, puisqu'en fait, c'est le créancier, donc le marchand, l'administration, ou un particulier, puisque ça marche aussi en compte à compte, qui va générer le départ de ce virement en demandant l'autorisation au débiteur, donc à l'acheteur,
de faire ce virement. Alors, par exemple, si on prend l'exemple d'un site e-commerce, comment ça se passe? Vous arrivez donc sur la page de paiement du site e-commerce et là, vous allez choisir virement ou virement instantané. Vous allez avoir une page qui va s'ouvrir où vous allez entrer le nom, les premières lettres, où vous sélectionnez le pictogramme de votre banque. Vous pouvez regarder ce qu'on fait chez l'IRA, c'est assez bien fait, puisque même on détecte de quel pays vous venez, donc on va afficher les banques du pays d'où vous êtes. Et là, si ça a été très bien fait par la banque émettrice, vous allez arriver directement sur l'application mobile de votre banque en ligne, où vous allez vous authentifier via votre reconnaissance de visage ou autre, suivant le mode d'authentification qu'a choisi la banque. C'est par exemple le cas de Boursorama Banque ou d'autres banques. Celles qui n'ont pas poussé jusqu'au bout l'intégration, vous allez taper votre identifiant password de votre banque en ligne, vous allez vous retrouver sur votre banque en ligne et là, vous allez valider ou pas le virement. Une fois que le virement est validé, le marchand ou l'administration va recevoir via une IPN, pardon, une notification comme quoi le virement est bien passé, évidemment avec la référence du paiement, ce qui va lui permettre de faire le rapprochement, contrairement au virement classique, de manière automatique. Merci Christophe de nous l'avoir présenté de manière très simple, même si derrière il y a une grande complexité technologique et réglementaire. Alors justement, François, quel type de transactions traitez-vous principalement justement via l'initiation de paiement par virement? Et est-ce que ce sont plutôt des transactions ponctuelles ou est-ce qu'on est plutôt sur du récurrent? Alors, au sein des parcours URSAF, le Payment Initiation Service, initiation de paiement par virement en français, pardon, est plutôt orienté sur des paiements de régularisation. Sur des impayés de prélèvement SDD ou sur des dettes, on va proposer le paiement par virement. On peut avoir aussi sur des cotisations courantes ce moyen de paiement qui sera proposé dès lors qu'on ne connaît pas en fait les coordonnées bancaires de notre débiteur. Oui. Donc, si on n'a pas de mandat de prélèvement, on ne peut pas le prélever de facto. Et donc, c'est là où on va être amené à lui proposer soit d'adhérer au prélèvement SDD, soit de nous régler par PIS, donc par initiation de paiement par virement. Merci François. Justement, comment est-ce que l'initiation de paiement par virement se positionne dans le paysage global des paiements? Tu en as un petit peu parlé en introduction dans ta vision, mais justement en termes d'adoption, et on va un peu rentrer dans le détail tout à l'heure par rapport à la réglementation et notamment DSP. Donc la DSP2, la directive des services de paiement, qui a lancé l'initiation de virement, date de 2018. On ne peut pas dire qu'il y a un déploiement massif aujourd'hui de l'initiation de virement. Pourquoi? Déjà, parce que, on l'a dit avec François au départ, on est un pays de la carte. Donc évidemment, il faut changer voilà, nos habitudes. Donc ça, je pense que c'est la première raison pour changer ses habitudes. Voilà, il faut soit un avantage très très fort pour changer ses habitudes, et puis aussi un certain nombre de raisons, de difficultés qui ont fait que ça s'est mis un peu lentement en place, et ça, j'y reviendrai plus tard sur les difficultés d'adoption, de l'initiation, de virement et les difficultés rencontrées. Après, il a fallu aussi, et ça c'est très important à comprendre, quand on met un nouveau système de paiement en place, que tous les acteurs de la chaîne l'intègrent, c'est-à-dire les émetteurs, les PSP comme nous, les acquéreurs et évidemment les commerçants et les utilisateurs. Et de mettre en branle toute cette chaîne, ça prend beaucoup de temps parce que s'il y a un maillon qui ne fonctionne pas dans cette chaîne, l'adoption est relativement faible. Là, par exemple, aujourd'hui, on parle de l'euro numérique. Il va se passer encore pas mal de temps avant que tout le monde va payer avec l'euro numérique. Absolument. Bon, adopter l'initiation de paiement par virement, c'est en cours, mais ce n'est pas encore
Je pense qu'on n'a pas encore des volumes, on parlera de volume tout à l'heure. Tu me donneras un peu ton regard, Christophe, ainsi que François. François, est-ce que vous pourriez nous décrire, parce que maintenant qu'on a compris et qu'on a posé le sujet de l'initiation de paiement par virement, est-ce que vous pourriez nous décrire un cas d'usage typique où l'initiation de paiement justement par virement a vraiment apporté une valeur ajoutée significative pour vos usagers? Alors, je vais reprendre un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Lorsque l'on émet un prélèvement SDD sur un compte bancaire de notre débiteur, on peut avoir des impayés pour défaut de provision, on peut avoir des rejets techniques pour compte clos, pour diverses autres raisons. Et dans ce cas, eh bien, nos cotisants vont se retrouver en situation de débit. Donc, on va proposer dans nos parcours de pouvoir régulariser cette situation le plus rapidement possible. Et c'est là où, justement, on va intégrer dans le parcours de paiement l'initiation de paiement par virement. Parce que typiquement, un usager qui a défaut de provision sur son établissement bancaire A, peut-être que sur un établissement bancaire B au sein duquel il a également un compte bancaire ouvert, il y a des disponibilités. Et dans ce cas-là, la solution lui permet d'aller initier un paiement par virement sans avoir préalablement à renseigner un IBAN sur nos parcours et initier ce paiement pour pouvoir régulariser rapidement sa situation. C'est vraiment sur de la régularisation, c'est un moyen de paiement qui me semble très adapté, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va lui proposer dans de telles situations de nous régler parfois par chèque pour régulariser rapidement une situation, alors que par ailleurs, c'est quand même un moyen de paiement qu'on essaie d'éradiquer. Ou alors, on va lui proposer un paiement par virement format un peu historique avec la transmission du RIB, le référencement d'opérations nécessaires, etc. Merci pour le partage, François. Christophe, est-ce qu'on peut aborder justement la question des avantages? Quel est, selon ton expérience et puis l'IRA en tant que PSP, les avantages que vous voyez pour les entreprises d'adopter justement cette initiation de paiement par virement? Alors, il y en a beaucoup d'avantages. Le premier, c'est que le virement, c'est irrévocable, en tous les cas en principe. Je reparlerai après. Donc ça, c'est un gros avantage pour le marchand. Le second, c'est qu'il peut être instantané. C'est un avantage quand il y a un transfert de propriété où on veut être sûr de recevoir l'argent, par exemple la vente d'une voiture, hein. On ne veut Oui. pas laisser partir la voiture sans être sûr d'avoir l'argent. L'autre avantage par rapport au virement, c'est puisqu'il y a une initiation de virement, j'en parlais tout à l'heure, dans cette initiation, on va envoyer toutes les informations concernant ce paiement. Donc, quand il sera effectué, on va récupérer toutes ces informations. Donc, le rapprochement va s'effectuer de manière automatique, contrairement au virement classique où on demandait à l'acheteur de mettre une référence qu'il mettait ou qu'il ne mettait pas, et que lorsqu'il mettait, parfois mettait des erreurs dedans. Donc, pour le comptable, c'était l'enfer pour rapprocher ces virements-là. L'autre gros avantage aussi, c'est que le plafond est plus élevé que celui de la carte. Donc ça aussi, ça a un avantage et ce n'est pas les mêmes plafonds. Donc si ça ne passe pas par la carte, ça peut passer par le virement, et évidemment réciproquement. Mais normalement, les plafonds sont plus élevés. Et le dernier avantage, qui n'est pas des moindres, c'est le coût, puisque vous n'avez pas les interchanges, hein, 0,2% pour les cartes de débit, 0,3% pour les cartes de crédit, plus les frais screen, plus tous les autres frais. Donc, en globalité, c'est un moyen de paiement qui revient beaucoup moins cher aux marchands ou à l'administration. Oui, donc si je reprends ce que tu as dit, c'est surtout la notion de rapprochement comptable, et donc Tout à fait, facilité, Sophia. le coût, la sécurité, mais ça on en parlera peut-être tout à l'heure. Et puis il y en avait un quatrième, L'instantanéité. l'instantanéité. Voilà, tout à fait, qui est donc principe fondamental du paiement par initiation de virement. Alors, question pour vous, François. En tant que grand remettant, justement, quelles particularités, justement, et les avantages que vous observez pour le réseau d'URSSAF en utilisant ce mode de paiement, notamment par rapport aux autres? Alors, on en a un petit peu parlé, mais si on rentre un peu dans le détail avec votre expérience, qu'est-ce que vous observez concrètement? Ouais, globalement, je vais reprendre un peu les éléments cités par Christophe. Avant la solution PIS, on était obligé donc de transmettre le RIB de l'URSSAF à nos usagers et de leur demander de référencer l'opération pour que l'on puisse faire de la réconciliation à réception de ces virements. Là, c'est vrai que on a toutes ces charges, tous ces irritants qui vont être supprimés par l'initiation de paiement par virement.
Et donc, on va avoir un parcours beaucoup plus fluide, tant en front office qu'également en back office, puisque bah, voilà, ce mode de paiement par virement près des SP2 bah, nous imposait voilà, un certain nombre d'actions pour sécuriser ces encaissements. Là, le parcours est fluide, il est sécurisé. Et donc, on fait des économies de coûts de gestion. Voilà, donc c'est plutôt bien pour les deniers publics. Et on a aussi voilà, l'absence de commission interchange sur les paiements initiés depuis la solution d'initiation de paiement par virement. Au-delà de ces questions d'économie de coûts de gestion aussi, on a un vrai levier pour lutter contre la fraude. Alors, la fraude pour laquelle l'URSSAF n'était pas directement impactée, mais plutôt les usagers qui pouvaient être destinataires de courriers malveillants avec de fausses coordonnées bancaires URSSAF. Et là, l'idée, c'est justement voilà, de leur proposer un moyen de paiement qui soit totalement sécurisé, où on les invite à se connecter et s'authentifier sur nos services ursaf.fr, puis ensuite de s'authentifier via la banque en ligne pour valider l'initiation de paiement par virement. Donc voilà, il y a quand même beaucoup d'avantages sur toute la chaîne de traitement de ce moyen de paiement. Merci beaucoup, François. Eh bien, nous avons terminé notre phase de décollage et nous entrons dorénavant dans la phase de turbulence. Maintenant qu'on est dans cette zone où les défis se font sentir, François, quels ont été quand même les principaux défis rencontrés lors de la mise en place de l'initiation de paiement par virement? Est-ce que vous pourriez un peu nous partager cette mise en œuvre, mise en place? Alors, les défis sont principalement techniques. Là encore, Christophe a évoqué tout à l'heure le sujet des API et le problème d'harmonisation des API au niveau de la place bancaire. Alors, ça ne nous concerne pas directement, c'est un sujet Lyra Network. Mais c'est vrai que nous, derrière, la complexité, c'est de pouvoir traduire les statuts de transaction donc, qui nous sont restitués par Lyra Network pour pouvoir afficher à nos usagers l'état d'avancement de la transaction entre le moment où il va s'authentifier, le moment où on va générer ce lien de paiement, on va commencer à enregistrer un certain nombre de choses dans nos systèmes d'information. Et voilà, on a différents statuts de transaction, waiting for authorization, pending, jusqu'au captured, qui est le statut de transaction qui nous précise que la transaction a bien été exécutée. Dans les faits, en fait, certains établissements bancaires ne jouent pas encore totalement le jeu. Et donc, c'est un peu compliqué de traduire ces statuts de transaction en affichage à nos usagers. Donc, on a pris le parti de préciser à l'utilisateur le fait que dès lors qu'il a initié son paiement, on a bien enregistré cet acte et que la situation de son compte ne sera mise à jour qu'à réception des fonds sur notre compte bancaire. Donc, en fait, on n'a pas changé, in fine, notre chaîne de traitement d'encaissement par virement. Ce n'est pas parce que le paiement est initié qu'on l'enregistre tout de suite sur son compte cotisant, compte usager, mais c'est à bien réception des fonds sur notre compte bancaire. Et derrière, on a un circuit d'intégration des virements reçus, d'affectation sur le compte de l'usager, etc. Donc voilà, c'était ce défi technique dans la chaîne de traitement. Et puis bon, après, bien évidemment, comme tout projet technique, il y a des petits correctifs à prévoir dès lors qu'on intègre un nouveau moyen de paiement sur nos parcours. Voilà. Merci François. Christophe, Lyra PSP, vous avez probablement rencontré des défis techniques ou réglementaires. Qu'avez-vous observé justement dans l'implémentation de l'initiation de paiement par virement? Est-ce qu'on peut dire en Europe ou est-ce que c'est juste en France? Non, mais je vais parler des deux. Hein, Super. Alors en voilà. France et en Parce que Europe? la France est peut-être pas obligatoirement le plus mauvais élève. Voilà. Très Même bien. si on a rencontré un certain nombre de difficultés. Alors, déjà, on nous avait vendu l'initiation de virement comme une API commune. Comme je l'ai dit au départ, non, chaque banque a interprété, disons, a fait de l'API de la FTED sa propre API. Donc, nous, il a fallu qu'on intègre voilà, chacune des banques avec des intégrations en plus chez elles différentes. On parlait des statuts. Aujourd'hui, un des principaux problèmes, c'est qu'avec certaines banques, on a des statuts qui sont pending. Donc, on en arrive à dire aux marchands, ne libérez la marchandise, le service uniquement quand vous avez l'argent sur le compte. Ce qui est un peu dommage, puisque un virement, par essence, c'est irrévocable.
Voilà. Et on s'est aperçu aussi que le virement n'était pas irrévocable. Moi, on m'avait toujours appris, un virement, c'est irrévocable. Et il y a des gens, toujours dans certaines banques, qui ont réussi à faire annuler leur virement. Là, on se retrouve dans une situation qui est délicate, c'est-à-dire que le marchand peut avoir livré la marchandise ou délivré le service, et qu'un acheteur, frauduleux ou non, ait annulé son virement en appelant sa banque. Donc là-dessus aussi, on a eu un débat de place, hein, pour que le virement soit irrévocable. Donc, ce qui pousse à faire de l'instantané, puisque dans le cas de l'instantané, l'irrévocabilité est plus difficile comment dire, à casser. Par contre, il y a des problèmes de sécurité par rapport à ça. C'est-à-dire que si c'est instantané, voilà, il faut être beaucoup plus agile en termes de sécurité. Mais en effet, ça pousse à faire l'instantanéité. Mais aujourd'hui, toutes les banques n'offrent pas l'instantanéité. Donc ça aussi, c'est un autre problème. Et même toutes les banques chefs de file n'offrent pas l'instantanéité à leur PSP. C'est-à-dire qu'un PSP qui veut faire l'instantanéité avec ses clients, si sa banque chef de file lui offre pas l'instantanéité, il ne peut pas le faire. Donc voilà, ce n'est pas si évident que ça. Alors on espère que la directive qui est parue en février 2024, qui oblige les banques à faire de l'instantané, va faire bouger les choses, et en plus gratuitement pour les acheteurs, parce qu'en plus l'acheteur, quand il fait un virement instantané, il sait qu'il doit payer. Donc voilà, il va avoir tendance à pas obligatoirement le faire, sauf s'il veut vraiment que l'argent arrive très vite chez son marchand, mais a priori, c'est pas sa principale priorité. Voilà, dans les difficultés auxquelles on fait face aujourd'hui. Après, c'est vrai que les banques ne sont pas très moteurs. Elles ont fait des API plutôt basiques, parce que elles préfèrent la carte, puisque toutes les banques émettrices gagnent l'interchange 0,2 ou 0,3%. Oui, oui, oui. Voilà, 1%, tout à fait, sur les cartes commerciales, c'est vrai, François. Et dans le cadre des URSSAF, hein, il y a beaucoup de cartes commerciales, hein, corporate. Donc, évidemment, voilà, elles ne voient pas obligatoirement l'initiation de virement d'un abonné. Elles peuvent dire oui, l'initiation de virement, oui, c'est bien, mais que pour certains cas. Alors après, c'est vrai qu'il faut qu'elles fassent marcher leur chaîne de paiement, hein, c'est un coût, parce qu'on voudrait tous que le paiement soit gratuit, mais tout ça, ça a quand même un coût, avec la sécurité, la réglementation, etc., qui augmente. Tout le monde voilà, dépense de l'argent pour sécuriser tout ce système. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, force est de constater que les banques n'ont pas tout fait pour que ça marche le mieux possible du monde. Mais ce que je disais, c'est qu'en France, voilà, globalement, tout le monde s'est quand même un peu mis en ordre de marche, et ça marche plutôt bien, hein, aux quelques petits points noirs dont j'ai parlé juste avant. C'est le cas aussi en Espagne, où ça marche plutôt bien, en Hollande. Mais par contre, il y a d'autres pays où ça marche beaucoup moins. Par exemple, en Allemagne, pour pouvoir payer, il faut mettre son IBAN. Donc évidemment, l'expérience utilisateur, elle n'est pas géniale. Personne ne se souvient par cœur de son IBAN, quelques-uns leur carte, mais l'IBAN, c'est quand même assez long pour s'en souvenir par cœur. Donc en fait, les gens, ils ne payent pas en initiation de virement. Voilà, et ça ne marche pas du tout. Merci Christophe. Je comprends en tout cas au travers de ton expérience que voilà, ça manque encore de maturité. François, est-ce que vous n'avez pas une anecdote? Vous n'avez jamais été utilisateur justement de l'initiation de paiement par virement? J'en profite parce qu'il parlait d'IBAN tout à l'heure. Alors, Et... si, alors j'ai utilisé une fois l'initiation de paiement par virement, c'était sur une commande de chocolat pour Pâques. Voilà, par hasard, en fait, j'étais sur le site d'un chocolatier qui proposait le paiement par virement. Donc, j'étais assez surpris, très positivement. Et donc, j'ai payé mes chocolats de Pâques par initiation de paiement par virement. Voilà. Bonne expérience. Merci à vous, à tous les deux. Christophe, je voudrais garder un moment parce qu'on a parlé de limitation
technique, réglementaire, mais il y a aussi la notion de sécurité et de lutte contre la fraude. Donc, selon toi, Christophe, quelles sont les mesures de sécurité les plus critiques à mettre en place pour protéger ces transactions par initiation de paiement par virement? Et en termes de lutte contre la fraude, comment justement l'initiation de paiement se positionne-t-elle par rapport aux autres moyens de paiement, puisqu'on a tous les ans un chiffre sur cette notion de fraude aux moyens de paiement? Alors, il y a deux questions, hein. Donc, la sécurité d'abord, la première, et puis la seconde, comment on lutte contre la fraude avec l'initiation de paiement par virement. Ok. Alors, Sophia, tout d'abord, le gros avantage de l'initiation de virement, c'est que l'utilisateur va s'authentifier sur son application bancaire. Et aujourd'hui, l'application bancaire est de plus en plus sécurisée. Certaines banques, d'ailleurs, obligent l'utilisateur à enrôler son device pour être sûr que ça se passe bien depuis le device de l'utilisateur. Et cette sécurité, elle est d'autant plus importante parce que elle est utilisée, l'application bancaire, pour évidemment l'initiation de virement, mais pour évidemment beaucoup d'autres choses. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel les banques apportent énormément de sécurité parce que c'est une porte d'entrée à tout votre compte. Donc c'est la porte d'entrée est quand même très sécurisée. Donc ça, c'est un des avantages de l'initiation de virement. Alors évidemment, hein, les fraudeurs, eux, ils essayent par tous les moyens d'ouvrir cette porte. Et il y a toujours une guerre, hein, entre la sécurité et les fraudeurs qui sont de plus en plus puissants, qui vont utiliser l'intelligence artificielle pour se faire passer pour quelqu'un d'autre, pour essayer d'avoir vos identifiants. Donc c'est pour ça que plus on rajoute de sécurité sur l'application bancaire en ligne, mieux c'est, puisque c'est là-dessus où on va finalement valider le paiement. Le défi que pose aussi l'initiation de virement instantané, c'est l'instantanéité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites un paiement par carte, le paiement, il est remisé à la fin de la journée, et que s'il y a une suspicion de fraude, la transaction, même si elle est autorisée, peut être annulée pour une raison X ou Y. Avec l'instantanéité, il faut qu'en quelques dizaines de millisecondes, vous soyez certain que c'est une fraude ou pas. Donc là, ça oblige à faire marcher les SI bancaires à haute fréquence, et c'est notamment un des défis de l'initiation de virement instantané. Très clair. Merci beaucoup pour ce topo autour de comment est-ce qu'on peut lutter contre la fraude et donc de cette notion de sécurité. Alors François, donc vous avez implémenté donc l'initiation de paiement par virement. Euh, c'est très bien pour vos usagers parce que vous leur proposez un parcours fluide avec une expérience utilisateur qui semble en tout cas vous convenir. Mais alors comment est-ce que vous allez justement utiliser les données et les rapports d'analyse des paiements initiés par virement pour prendre vos décisions stratégiques dans le cadre de la gestion de la trésorerie? Alors, à ce stade, on est encore en cours de réflexion et d'analyse sur ce que va nous permettre l'initiation de paiement par virement et le back-office marchand mis à disposition dans le cadre de cette solution. Vous l'avez dit, on a un enjeu de bonne gestion de trésorerie, hein, et notamment de bonne prévision, puisque l'URSSAF est trésorerie du régime général. Donc, on a besoin d'avoir un maximum de visibilité sur nos encaissements, étant donné que derrière, on aura des décaissements prévus pour eh bien, alimenter les CAF pour payer les allocations familiales, les CARSAT pour payer les pensions retraite, les CEPAM pour payer l'assurance maladie, pour alimenter les hôpitaux, pour également verser alimenter la CNSA pour les dépenses d'autonomie. Donc, on a un vrai enjeu d'avoir un maximum de visibilité sur nos prévisions d'encaissement, puisque ces encaissements sont utilisés le jour même pour verser les prestations.
Donc, on a beaucoup de données qui sont disponibles dans le back-office marchand. On va avoir cette période d'analyse sur les encaissements par virement réalisés depuis cette solution pour voir aussi comment à terme on peut bien, utiliser, intégrer ces données dans notre système d'information, puisqu'on a développé un outil interne pour faciliter la détermination de nos prévisions de trésorerie. Donc voilà, on a beaucoup comment dire, d'évolution dans le viseur avec cette solution. Il y a aussi voilà, la possibilité d'envoyer des liens en push sur, on l'a évoqué tout à l'heure, des impayés. La solution proposée par l'IRA nous permet de faire justement l'envoi de ces URL. Donc, on a beaucoup d'informations qu'on ne sait pas encore correctement, enfin, en tout cas pleinement utilisées dans nos parcours, mais voilà, on a un bel outil en prévision dès lors on continuera le développement d'intégration de nouvelles fonctionnalités dans nos parcours. Merci François. Je comprends aussi que vous avez besoin d'un peu de REX, de temps, pour pouvoir Oui, tout à justement fait. optimiser ensuite la data, puisque c'est de la donnée. Ouais, Et que... c'est sur la base d'un historique qu'on peut utiliser correctement de Absolument, la tout data. à fait. Bah, merci pour le partage. Eh bien, nous allons passer à la phase d'atterrissage. Donc, pour terminer en vol en beauté notre vol, abordons les points d'atterrissage avec nos deux invités, François et Christophe. Alors, on a parlé des avantages, notamment compétitifs côté entreprise et aussi côté usager. Vous, François, quels sont vos objectifs à long terme avec l'initiation de paiement par virement? Est-ce que vous avez d'ores et déjà prévu des indicateurs cibles spécifiques en termes de volume de transactions ou de satisfaction d'utilisateurs? Alors, ce n'est pas encore totalement défini. Aujourd'hui, pré-initiation de paiement par virement, on encaisse environ 3,5 millions d'opérations de virement annuelles. On encaisse à peu près le même volume de virements carte bancaire, le même volume de paiement carte bancaire, pardon. Et on a environ 1 million de chèques en 2023. Donc, les enjeux, ça va être voilà, de basculer le volume de chèques résiduels sur de l'initiation de paiement par virement, puisqu'on est voilà, sur un mode de paiement où l'usager en fait, garde la main sur l'acte de paiement. Donc, je pense que là, on va avoir certainement des transferts à observer. Et puis, le sujet de pouvoir transférer aussi un certain volume de carte bancaire qui nous coûte beaucoup. Hein. La carte bancaire, c'est 80% de notre facture bancaire, alors que ça représente seulement 2 à 3% en volume. Et donc, l'intérêt aussi, ce sera de basculer certains paiements carte bancaire, notamment les gros montants, puisque là, comme le disait tout à l'heure Christophe, on a des plafonds qui sont beaucoup plus élevés sur des cartes. Donc, on a certains paiements de carte bancaire de parfois quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà, on préférait les voir sur de l'initiation de paiement par virement. Donc, c'est un peu compliqué de faire des projections à 2, 3, 4, 5 ans. Ça dépendra aussi de l'appétence de nos usagers à ce moyen de paiement. Mais si on atteint les 3, 4 millions d'euros d'ici à 5 ans, ça sera, je pense, une bonne réussite. Merci François. François, je vous garde justement quels sont, parce que je ne sais pas si vous traitez de la data, on parlait de data tout à l'heure, est-ce que vous avez dû mettre en place des mesures pour garantir la sécurité et la confidentialité des données dans le cadre de l'utilisation d'initiation de paiement par virement ou pas? Alors, in fine, pas du tout, puisque les données d'authentification à la banque en ligne sont traitées sur la Ah, plateforme de Dira Network, donc la plateforme PZN. Donc, pour le marchand, enfin, nous, on n'est pas marchand, on n'a rien à vendre. En tout cas, pour le créancier, il y a pas de mesure spécifique sur la protection des données, puisque voilà, c'est du ressort du prestataire de paiement. très bien, il faudrait que je te pose la question en fin de compte, Christophe. Oui, tout à fait, oui. Tu n'es pas obligé de répondre, on peut passer. Non, 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 alors déjà, par rapport à l'atterrissage, moi je pense Oui, que l'atterrissage il va bien se passer, absolument. parce que l'IRA est originaire de Toulouse, comme Ah Airbus. oui. Donc voilà. Et ensuite, c'était quoi ta question? Alors, on parlait tout à l'heure donc effectivement de data, mais je vais te poser une autre question si tu me permets. Bon. On parle justement d'adoption, d'efficacité d'initiation de paiement. Alors selon toi, Christophe, que faudrait-il pour améliorer encore davantage? On a parlé d'adoption, donc l'adoption.
l'efficacité pour l'initiation de paiement à venir et quel développement ou alors éventuellement innovation l'IRA envisage dans ce cadre. Alors, moi, je pense d'abord que ouais, l'initiation de virement, c'est la première étape vers l'instantanéité, euh, vers le virement. Euh, donc, en fait, les utilisateurs ben, commencent à changer leurs habitudes. Après, je pense qu'il y a deux points à améliorer qui sont l'expérience utilisateur, qui aujourd'hui est encore un peu compliqué quand on n'arrive pas directement sur son application bancaire. Les API qui sont peut-être pas trop, voilà, comme on l'a dit, qui sont pas complètement unifiées. Et puis aussi qu'aujourd'hui, l'initiation de virement a plutôt été conçue dans un monde B2B ou B2C. Nous, chez Lyra, on croit beaucoup à Wero. Euh, Parce que en termes d'expérience utilisateur, c'est basé sur le QR code. Et nous, on a vu la force du QR code, bah, comme je le disais en introduction, en Inde, même si en France, ben, voilà, on a fait une très belle invention qui est la carte. Mais voilà, l'initiation de virement, disons, le virement va peut-être, le QR va peut-être pas tuer la carte, mais voilà, va peut-être encore digitaliser un peu plus l'économie, notamment en fee to C, hein, on fait encore des chèques entre particuliers. Ensuite, l'API de pays, hein, c'est un peu dur à dire, Oui, l'API de pays. est plutôt très bien conçu. Voilà, nous on est en train de la développer et on trouve plutôt qu'elle est très bien conçue et elle sera très rapidement disponible chez Lyra. Donc voilà, moi je crois beaucoup au virement. Donc aujourd'hui, ben, c'est la première étape. Et voilà, je pense qu'on va vers une explosion du virement avec la méthode actuelle, avec Wero, hein, la solution de paiement de pays, ben, tout ça, on verra ça dans les mois, voire les semaines, hein, puisque ça approche très rapidement qui viennent. Merci beaucoup, Christophe. François, pour terminer justement cet atterrissage, est-ce qu'il y a d'autres cas d'usage que vous souhaiteriez nous partager? Vous en avez parlé tout à Ouais, l'heure. bah, alors, je l'ai évoqué, on n'a pas encore intégré toutes les fonctionnalités possibles avec l'initiation de paiement. On est resté, nous, à ce stade, sur du format SCT standard. On n'a pas intégré l'instantanéité dans nos parcours. Là encore, on préfère nous assurer que ça s'intègre correctement dans nos parcours, dans notre gestion de trésorerie, avant de rajouter de l'instantanéité qui va certainement amener un peu de bruit dans tout cela. Les fonctionnalités de push, lien de paiement, on y est très intéressé et ça nécessitera des développements complémentaires de notre côté. Donc voilà, on a encore pas mal de perspectives d'évolution autour de ce moyen de paiement dans nos parcours. Donc on va y travailler et on est aussi intéressé par la solution imaginée par EPI, voir comment ça peut s'intégrer dans nos parcours, même si je l'identifie plus sur des parcours C2C, nous on est sur du B2B. Oui. Mais c'est vrai que sur certaines catégories d'usagers, sur des particuliers employeurs, sur des auto-entrepreneurs, peut-être que voilà, il y aura des fonctionnalités qui pourront nous intéresser. Alors, une dernière question assez joker et tout à fait personnelle. On a parlé de vos Oula. entreprises respectives, mais vous, en tant que justement citoyen, euh, comment vous voyez justement l'initiation de paiement par virement? Parce qu'il y a plein de cas où on pourrait utiliser justement l'initiation de paiement par virement. Ça n'existe pas encore aujourd'hui, on n'a pas encore ces cas d'usage-là, mais si vous projetez sur quel, je sais pas, quel cas d'usage vous verriez qui serait le plus impactant pour vous? Bah, in fine, sur n'importe quel site marchand, Le c'était une chocolat? solution. Voilà, le chocolat, pour acheter un aspirateur, pour acheter des chaussures. Oui. Je pense que c'est un parcours tellement similaire à un parcours carte bancaire sur un site marchand que ça me semble être vraiment un très bon moyen de paiement. Et je suis assez sensible à la question de la souveraineté des paiements en Europe. Et bah, là, on est sur une solution totalement européenne. Et donc, bah, voilà, j'ai bon espoir que l'initiation de paiement par virement s'ancre correctement dans les usages Du quotidien. du quotidien. Ouais. Merci. Christophe, peut-être un avis, toi qui voyages énormément. Ben moi, je rejoins François hein, sur le côté souveraineté. Oui. C'est important que les données elles restent en France, voire en Europe.
Voilà, après, carte bancaire, c'est aussi un moyen de paiement souverain tant que ça reste sur tant que ça reste sur carte bancaire. Mais avec le co-brandage, ça peut passer par Visa ou par Mastercard, sans parfois d'ailleurs que l'usager le Le sache sache. exactement. Euh, le point, à mon avis, important, c'est qu'aujourd'hui, en effet, on paye par carte de de particulier pour faire un achat vers un professionnel ou de professionnel à professionnel. Mais aujourd'hui, voilà, le moyen de paiement de particulier à particulier, je trouve qu'on est plutôt assez en retard en France là-dessus. Et typiquement, voilà, ça remplit un besoin assez important de paiement de personne à personne. Et je pense que voilà, c'est aussi une des solutions qui va se mettre en place et ce sera assez puissant puisque à partir du moment où vous êtes habitué à vous payer mutuellement, ben, en fait, ça devient votre wallet. Hein, et c'est pour ça que l'idée du wallet est assez importante. Et après, pour payer, ben, vous utilisez tout le temps votre wallet. Si on prend par exemple l'exemple de comment ça fonctionne en Inde, vous avez une espèce d'autoroute qui s'appelle UPI, qui est le virement, et ensuite vous mettez le wallet que vous voulez sur votre téléphone et vous utilisez ce moyen de paiement. Mais c'est toujours le même moyen de paiement au final que vous utilisez qui est UPI. Après, il y a d'autres exemples. En Chine, c'est un peu différent où le moyen de paiement est attaché au paiement. Wero a plutôt pris ce modèle-là où en fait aujourd'hui ben, c'est un seul wallet pour ce moyen de paiement. Donc on va voir comment ça évolue en Europe. Mais c'est bien que ce soit l'initiation de virement ou EPI, que ça reste des initiatives européennes. Eh bien, je pense que c'est une très belle conclusion. Alors, prenons un instant quand même pour traiter quelques questions. Nous en avons reçu quelques-unes. Je commence par la première. Prélèvement auto via mandat CEPA, VS notif d'initiation de virement. Quel est le plus efficace en termes de DSO? Si vous avez une réponse bien sûr à apporter. Euh, alors, le gros problème avec le mandat CEPA, c'est qu'il est contestable sous 8 semaines, sans aucune preuve. Et contestable, voilà, à moins que la banque prouve le fait que le mandat a bien été effectué, mais souvent ils n'amènent pas cette preuve-là, sous 13 mois. Donc, je pense que pour les URSSAF, ce n'est pas un problème, puisque ouais, parce que Bah, le débit reste dû, donc voilà, c'est pas forcément une bonne équation de contester un prélèvement, mais voilà, le on peut en début, avoir quelques-uns. Ouais. mais pour quelqu'un qui l'utilise pour envoyer de la marchandise, etc., ben, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'après, pour aller récupérer la marchandise, c'est un peu compliqué. Oui, oui, tout à fait. Merci pour cette réponse apportée. J'ai une autre question d'un spectateur anonyme. Le canal initiation de virement est-il aussi adapté pour l'encaissement des petits montants de moins de 10 euros, Ah notamment? bah, oui, oui, c'est comme un paiement carte bancaire. Là encore, sur des sites en ligne, euh, tous les montants, en fait, la seule limite, in fine, pour l'usager, pour l'utilisateur, ça va être son plafond qui va être paramétré sur sa banque en ligne. Donc, si sa banque a paramétré un plafond à 100 euros et qu'il veut faire 101 euros, ben, ça sera rejeté. Mais voilà, sur un montant inférieur à 10 euros, il y a pas de sujet. Ça reste un très bon moyen de paiement, tout comme la carte. Hein. Alors, c'est vrai que nous, au départ, on s'est dit, à cause de l'histoire de plafond dont j'ai parlé tout à l'heure, que ça allait être les gros montants. Mais en fait, on l'a vu pour des marchands qui avaient des tout petits montants, qui voulaient l'instantanéité, par exemple, hein, pour des petits services, ben voilà, ils veulent voilà, que la personne qui achète veut le service tout de suite, mais la personne doit être payée tout de suite. Donc voilà, en fait, c'est vrai qu'il y a tout un tas de cas d'usage pour l'initiation de virement. Une dernière, enfin même peut-être deux si on a un peu le temps. Est-ce qu'il y a possibilité de répartir pardon, le montant à payer sur plusieurs modes au checkout, par exemple l'initiation de virement et la NCV hein, pour les chèques vacances? Alors, ça dépendra certainement des parcours de chaque créancier.
Ça dépendra des situations, mais c'est vrai que dès lors que l'usager a commencé à payer par virement, on va lui demander de terminer de payer par virement. Et on ne permet pas d'utiliser deux moyens de paiement différents sur une certaine typologie de créance. L'usager peut être amené à faire du télépaiement sur ses cotisations courantes, comme je le disais tout à l'heure, on va lui proposer sur une dette ou un impayé de faire de l'initiation de paiement par virement, mais on ne lui proposera pas de faire les deux moyens de paiement. Mais ça, c'est notre politique, au sein du réseau des URSSAF. Après, sur d'autres sites, je ne peux pas y répondre. Mais Oui, dans les faits, par rapport à l'exemple qui a été cité, hein, un paiement par ANCV qui est de nature limitée, hein, et vous pouvez avoir plus à payer. Ça s'appelle du paiement par complément et vous choisissez votre autre moyen de paiement qui peut être de la carte, mais aussi de l'initiation de virement. Et ça, c'est le marchand qui va décider quel moyen de paiement il va proposer derrière le paiement de la NCV des chèques vacances dans le cas présent. Merci. Et donc, j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a des fonctionnalités miroirs de remboursement suite à un paiement via initiation de paiement par virement? C'est notamment visiblement le cas des avoirs, par exemple. Alors ça, c'est quelque chose qui est, voilà, c'est une des choses qui doit progresser sur l'initiation de virement. C'est possible, mais il faut avoir l'IBAN Oui. de l'acheteur. On est toujours sur l'histoire de l'IBAN. Mais oui, dans les faits, si vous avez l'IBAN de l'acheteur, c'est possible. Une dernière question, si toutefois tu veux y répondre, Christophe. La solution de l'IRA est-elle directement en concurrence avec celle de Lydia? Alors, déjà, nous, notre raison d'être, c'est d'être agnostique et de proposer tous les moyens de paiement. Lydia, pour bien comprendre, et j'en parlais tout à l'heure, c'est un wallet qui s'appuie sur différents moyens de paiement derrière. Donc nous, non, on n'est pas concurrent de Lydia, même si on ne propose pas Lydia parce qu'on n'est pas dans le C2C, hein, mais on pourrait très bien proposer Lydia. Par contre, il y a quelque chose qui est certain, c'est que Wero va être un concurrent de Lydia, puisque Wero va faire du C2C. Merci d'avoir répondu aux questions de nos participants. Alors et voilà, c'est déjà la fin de notre voyage sur AirPayment. Un grand merci François Béchu et Christophe Mariette d'avoir partagé vos connaissances, réflexions et votre Rex. Nous espérons que cette chronique vous a permis de mieux comprendre les enjeux et les défis liés à l'initiation de paiement par virement. N'oubliez pas de rester connecté pour notre prochain vol où vous continuerez avec nous à explorer ensemble les nouvelles frontières du paiement en compagnie toujours d'invités inspirants. Je vous souhaite une excellente fin de journée et n'oubliez pas, restez branchés, restez informés et surtout restez inclusifs dans vos transactions. Merci et à bientôt sur AirPayment.